La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous comprenez le succès, parce que c'est un vrai succès, des conférences qui ont été, organisées par l'école de naturopathie de Longwy-sur-le-Doubs? Bah, je pense que ce succès est mérité. Kevin a fait vraiment un travail admirable et il y a vraiment un besoin d'information ou de compléments d'information. Il y a besoin d'entendre, je dirais, une biodiversité de la pensée intellectuelle face à des problèmes d'une extrême complexité, apporter des réponses finalement qui restent relativement simplistes. Ce n'est pas forcément ce que le public peut demander. Ce succès me paraît effectivement correspondre à une attente importante qui n'était pas comblée jusque-là. Et vous, c'est aussi la raison pour laquelle vous avez, accepté d'y participer, de faire une conférence? C'est-à-dire, donner, à entendre autre chose que la «pensée unique» entre guillemets? Oui, je pense qu'avec plus de 40 années d'implication dans ce que j'appelle une approche écologique et globale de la médecine, il y a besoin d'entendre effectivement des diversifications de solutions. Et ces diversifications de solutions passent par une autre compréhension du monde vivant, je dirais une autre approche de la biologie. Alors vous on va en parler, hein, on va parler de ce que vous défendez, mais il y a une remarque que vous m'avez faite l'autre jour, c'est, dire, dès qu'on aborde le sujet, par, une autre voie, on est tout de suite taxé de complotisme. Alors, c'est en fait, j'écoutais sur France Inter une interview de Natacha Polony, qui est très connue dans le monde du journalisme politique, par Léa Salamé. Et c'est Natacha qui disait, effectivement, dès qu'on a la moindre question, interrogation, alors on est complotiste, conspirationniste, et à la limite, on devient le chef d'une nouvelle secte amiche ou je ne sais quoi. On ne va pas avancer comme ça. On s'en sortira tous ensemble, ou alors, excusez-moi, on sera tous perdus ensemble. Et toutes les voix intelligentes, raisonnables, sérieuses, ont le droit de s'expliquer, de s'exprimer, non pas dans une dispute, mais dans une discussion qui est vraiment la moindre des choses, que ce soit en politique, que ce soit en sciences, en économie ou dans n'importe quel autre domaine. C'est vraiment un droit fondamental. Parce qu'effectivement, vous n'êtes pas le gourou d'une secte, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas en disant, «Eh bien moi j'ai la réponse, je sais, comment, être immunisé contre ce virus ou d'autres». C'est pas du tout ça votre propos? Non, non, parce que si c'est ça, effectivement, je pense que je n'aurais pas ma place à cette interview. Non, ma place, c'est effectivement le partage de l'expérience. Nous sommes tous des apprentis. La vie est un processus immensément complexe et ancien sur cette terre. Et nous avons besoin de la science, mais nous n'avons pas forcément besoin d'avoir du scientisme, c'est-à-dire une vision qui est dans l'état actuel, surtout en France, hein, parce que moi j'ai travaillé dans le monde entier, très cartésienne, très réductrice, uniquement analytique, très mécaniste. Nous avons besoin de comprendre que la vie fonctionne selon d'autres principes qui sont étudiés par une science qu'on appelle la systémologie. Et alors, je vais poser une question à Catherine. Est-ce on parle de l'appareil reproducteur, de l'appareil circulatoire, de l'appareil respiratoire, de l'appareil digestif. Est-ce qu'on parle de l'appareil immunitaire? Non, pas du tout. Non. Mais non, parce que ça n'a pas de sens. On parle du système immunitaire. Or, qui dit système dit effectivement une pensée systémique. Et l'approche qu'on fait actuellement au niveau de l'immunologie est très, très réductrice. Elle est très parcellaire et je dis qu'elle est extraordinairement intéressante. Je suis un passionné d'immunologie depuis des décennies, mais dans un cadre d'une immunologie qui comprend l'apparition du système immunitaire depuis le début du monde vivant, parce que l'immunologie existe depuis le début du monde vivant. Nous sommes sur une planète où il faut se défendre, il faut se protéger, mais il faut aussi être soi. Or, le premier rôle de l'immunologie, avant même de nous défendre, lorsque l'enfant se forme en tant qu'embryon et fœtus dans le sein de l'utérus maternel, c'est avant tout d'être soi-même, ce qu'on appelle le système HLA ou le système majeur d'histocompatibilité, qui fait que d'abord je suis moi, que si j'ai un petit bout de peau qui est greffé, qui n'est pas d'un frère jumeau identique, ce sera rejeté. D'abord, être soi-même, c'est la base. Et ensuite, apprendre à se défendre. Et la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que quand cet enfant qu'on appelle axénique, qui n'a eu aucun contact avec des microbes du monde extérieur, tant qu'il est dans l'utérus de la maman, quand il va traverser la filière, on va
va dire utéro-vaginal et vulvaire, il va y avoir un écrasement du rectum de la maman et une sortie des matières fécales. Et c'est à partir de là que le début de son contact avec ce monde extérieur et de la création de son immunité va exister, puisque cette immunité va commencer effectivement avec ce contact avec le monde extérieur. Auparavant, c'était une immunité transmise, et cette immunité-là va devenir réelle par rapport à la lutte et aussi à l'implantation des bactéries qui viennent de l'intestin des matières fécales de la maman, qui sera prolongée ensuite par l'allaitement, parce que dans le lait de la maman, il y a des milliards et des milliards de bactéries qui traversent l'intestin, qui arrivent dans la glande mammaire, et le fœtus reçoit d'abord des anticorps par le colostrum, et ensuite ces milliards de microbes qui vont poursuivre le travail qui s'est fait avec l'absorption des matières fécales. Donc on a besoin de comprendre comment fonctionne ce monde vivant, qui doit fonctionner dans le respect et la compréhension des écosystèmes. Ça, c'est l'essentiel de mon message. Et vous avez le sentiment qu'on a oublié justement d'écouter la nature et de faire attention à ces écosystèmes. Qu'est-ce que vous mettez en avant, vous, quand vous parlez de la puissance et de l'utilité des huiles essentielles, puisque c'est ça aussi votre credo? Alors, on ne va pas parler immédiatement des huiles essentielles, mais on va parler d'abord d'une conception de la médecine élargie. C'est-à-dire que la médecine, c'est déjà la médecine de la terre, des microbiotes du sol. Comment on soigne les plantes, comment on soigne les animaux, comment ensuite on arrive effectivement aux êtres humains. Si on n'intègre pas cette vision globale, qui est une vision écologique de la médecine, on n'arrivera à rien et on arrivera surtout à des catastrophes, parce que cette histoire, bien sûr, de Covid, elle est quand même liée à une action dévastatrice de l'être humain par rapport à tous les écosystèmes. Il faut quand même le reconnaître. Si on n'a pas cette honnêteté intellectuelle, on va effectivement s'obséder pour trouver des solutions qui ont leur place. Et les gestes barrières et tout ce qu'on nous apprend, bien sûr, c'est important. Trouver des vaccins, c'est important. Mais il faut étendre cette approche. Et je vais raconter une petite histoire qui va donner sens à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Imaginons qu'il y a une grève des éboueurs dans une ville, on va dire une ville un peu du sud où il fait très chaud. Et puis les gens continuent à consommer, à remplir les poubelles, tout s'amoncelle. Tout d'un coup, la ville est envahie par des rats qui amènent des puces, qui amènent des bactéries, qui amènent des virus. Alors les autorités décident de balancer des centaines de tonnes de produits chimiques. On va appeler ça une remédiation purement symptomatique et en plus biocide. Et puis ensuite, on va dire effectivement, il faut peut-être être intelligent, on va licencier tous ces éboueurs, on va faire un acte sociocide, détruire un tissu social, et on va envoyer l'armée, les pompiers et la police pour faire le travail des éboueurs. Ça, c'est une solution de palliation, de remédiation palliative qui ne va rien résoudre. Dans l'attitude que nous avons... Il faut y voir un parallèle. Oui, Évidemment. voilà. Dans l'attitude que nous avons d'un point de vue, je dirais, d'une médecine globale, premièrement, si on doit effectivement balancer des produits, comme on dit, on va choisir des produits qui sont biodégradables, qui vont respecter les écosystèmes. Donc, c'est une solution d'urgence qui ne va pas résoudre, mais qui au moins va limiter la casse. Dans un deuxième temps, on va entreprendre une médiation avec ces éboueurs au lieu de les licencier. Et on va avoir à ce moment-là une attitude qui sera une remédiation causale. Elle va se faire à deux niveaux. Remédiation causale parce qu'on va effectivement leur donner des bonnes conditions de travail et des salaires décents, c'est la moindre des choses, c'est le côté social. Et ensuite, on va se dire, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir ces milliers de tonnes d'ordures? On gâche le tiers de la nourriture qui finit dans des poubelles et on a effectivement un gaspillage immense. Donc, on va aussi avoir, je dirais, une remédiation causale sur le plan écologique. Et ça, c'est un langage que tout le monde peut comprendre. Donc, j'accepte parfaitement le discours des savants et toutes les recherches faites par les laboratoires qui me passionnent. Je suis plongé sans arrêt pour comprendre ces découvertes. Mais d'un autre côté, on a une autre biologie qui est différente de la biologie moléculaire, qui est fondamentale, mais c'est la biologie des écosystèmes. Et cette biologie des écosystèmes, on en entend très peu parler. Alors, Nicolas Hulot va nous en parler. Et puis, à un moment donné, quand on arrive, qu'on a quitté l'agriculture, quand on a quitté le côté vétérinaire, on arrive à la médecine humaine, c'est comme si plus rien n'existait. Mais la vie est une unité, est une continuité. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là?
C'est là la question fondamentale qu'il faut se poser et à laquelle beaucoup d'intervenants, d'intervenantes dans ce congrès ont apporté des réponses qui ne sont pas des réponses de marchandises, de mercantilisme, mais des réponses de bon sens qui sont liées d'abord au mode de vie, au mode de penser, au mode de sentir, au mode de s'exprimer. C'est ça ce message fondamental que Kevin a voulu faire passer à travers ce congrès tout à fait exceptionnel. Et vous avez l'impression que effectivement vous prêchez dans le vide, c'est-à-dire qu'on vous entend pas, on vous écoute pas, on vous met de côté. Je pense qu'il y a effectivement, quand il s'agit d'aborder le côté médecine et le côté pharmacie, on a l'impression qu'il y a une espèce d'omerta, de loi du silence, et que cette loi du silence, elle doit être brisée, non pas par on va dire des marchands de rêves, mais par des personnes responsables. On a quand même eu dans ce congrès des professeurs, notamment de dermatologie, un urgentiste réanimateur, des gens qui s'expriment avec à la fois de la raison, de l'expérience et aussi des messages d'espoir. Parce que je pense que beaucoup de personnes actuellement sont dans un profond désespoir, dans une précarité qui s'est aggravée avec cette crise économique qui s'ensuit. Et avoir un message d'espoir où on comprend que nous avons aussi la possibilité d'aider notre système immunitaire par la manière dont nous vivons, dont nous pensons, dont nous sentons, c'est important de comprendre que l'immunité n'existe pas en dehors de ce qu'on appelle un système psycho-neuro-endocrino-immunitaire. C'est un système intégré et il peut être très fragile. Avec la peur, on n'aide pas l'immunité. Avec la confiance, on aide l'immunité. C'est ça le cœur du message. C'est ce que vous dites à vos patients? Qu'est-ce que vous leur dites à vos patients? Je les éduque. Je pense que aussi bien le naturopathe que le médecin que j'appelle le médecin de médecine intégrative, moi qui travaille beaucoup dans tous les pays du monde, la médecine intégrative, c'est vraiment la clé. Si je vois par exemple Besançon, à côté on a la Suisse, bien dans la Suisse, la médecine intégrative, c'est une réalité. C'est pas quelque chose Ça veut dire qui quoi pose clairement problème. la médecine intégrative? C'est une médecine où sont associés, mais d'une manière, je dirais, équivalente, non pas un petit strapontin en disant bah, ça c'est des médecines douces complémentaires, non, elles sont associées au même titre parce qu'on apporte des solutions en comprenant que la clé de la santé, c'est d'utiliser ce que j'appelle la matière et l'énergie et l'information. C'est ce triangle-là qui permet d'apporter des meilleures solutions. La matière, ce n'est pas seulement ce que nous donnent des laboratoires avec des molécules brevetées qui vont être effectivement très fructueuses sur le plan de la marchandisation de la santé. Nous avons dans le monde des plantes d'immenses ressources. La vie n'existerait pas sur la Terre sans les plantes, qui nous donnent l'oxygène pour respirer, qui nous donnent la nourriture par le métabolisme primaire des protéines, des lipides et des glucides, mais surtout ces plantes qui ne peuvent pas se déplacer comme nous, animaux, et qui sont bien obligés de lutter exactement comme nous contre les agressions, elles ont développé un immense laboratoire à travers cette matière qu'on appelle le métabolisme secondaire, qui est étudié dans toutes les facultés de pharmacie sous le nom de pharmacognosie. Nous avons la chance en France d'avoir des excellents professeurs de pharmacognosie, le regretté Jean-Marie Peltz, qui était quand même un maître en la matière, nous en a donné tellement d'exemples. Bien certes, pharmacognosie nous fait comprendre que le monde des plantes nous apporte des solutions que le monde animal a toujours utilisées et que l'humanité a toujours utilisées et dont les laboratoires savent très bien utiliser également, bien sûr avec des formes plus perfectionnées, les immenses ressources, puisque c'est un laboratoire qui est vieux depuis des milliards d'années sur cette planète. Des ressources qu'on sous-emploie visiblement dans la crise actuelle. Pardon, les Des ressources ressources qu'on sous-emploie, qui sont sous-employées. Ce sont des ressources Ou qui ne vont pas rentrer... qui sont volontairement mises de côté pour que les vaccins soient la seule ressource possible. Alors attention, je ne suis pas en train de parler contre les vaccins, qu'on soit très clair là-dessus. Oui, bien sûr. C'est une arme essentielle, mais ça ne va pas résoudre. Il suffit qu'il y ait une petite mutation ou qu'un autre virus émerge bien plus méchant, celui-là n'est pas le plus méchant, pour qu'on se retrouve encore face à une espèce d'escalade sans fin et d'apprentis sorciers. Les vraies solutions, ce sont des solutions intégratives, à côté de ce que j'appelle tous ces gestes barrières qui sont une externalisation essentielle. Port du masque, tousser, éternuer dans son coude, la distanciation, se laver les mains, il faut le faire. Mais c'est externe. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment renforcer l'intérieur de mon être, c'est-à-dire cette immunité. Or, dans cette immunité,
et on le voit très bien dans l'évolution de la vie sur la Terre, la première forme d'immunité qui apparaît, c'est ce qu'on appelle l'immunité innée. Et c'est celle-là qui doit intervenir au tout début de n'importe quel contact, qu'il s'agisse d'une bactérie, d'un virus, d'un champignon, d'un parasite. Et cette immunité innée, c'est déjà à nous à la cultiver par un comportement responsable et également par une vraie éducation à la santé. Je dirais que c'est, pour reprendre un peu Pierre Rabhi qui nous parle de la sobriété heureuse, je dirais que c'est une sobriété dans la santé et dans la vie. Parce que finalement, économiquement, quand on voit les sommes qui sont investies, c'est quand même nous qui payons en fin de compte, on ne pourra pas suivre. Donc cette démarche intégrative, c'est un langage de raison, c'est un langage d'ouverture, de dialogue, et c'est pour ça que je me bats depuis 50 ans, puisque je suis dans l'écologie depuis plus de 50 ans.